Bienvenue en France. Aujourd'hui, je vous présente une Française qui a tué une marque à elle toute seule. C'était déjà bien entamé, on va pas se mentir, mais on reviendra sur le sujet ultérieurement dans la vidéo. Avant de la commencer, cette vidéo, d'ailleurs, je tiens à remercier énormément Cédric du garage Jean Caisse qui nous met à disposition aujourd'hui cette magnifique Alpine A610 Turbo. Cette voiture sort de restauration complète, elle est neuve. Si vous êtes intéressé par cette voiture, elle est à vendre. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, aller sur le site de Cédric et prendre contact avec lui si cette voiture vous botte. Mais cette voiture, tout aussi belle qu'elle soit, elle n'a pas été beaucoup aimée à l'époque. Et je vais vous dire pourquoi. Mars 1991, Salon international de Genève, Alpine présente son A610 Turbo. Je précise, Alpine et pas Renault. Il n'y a aucun badge Renault sur cette voiture. Cette A610, ça va être la dernière Alpine produite jusqu'au renouveau de la marque en 2017. Et il y a des raisons à ça. Ils sont pas trop foulés chez Alpine. Premier point, malgré que ce soit un nouveau modèle, la A610 utilise la conception du modèle précédent qui est la GTA. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent chez Alpine. Ah! Et ils voulaient quand même la sortir, cette voiture. Ils ont même été jusqu'à reprendre les vitrages de la GTA. C'est exactement les mêmes vitres. Alors ça ne paraît pas grave comme ça, mais ça l'est, puisque ça a empêché d'avoir une réelle évolution stylistique. Et cette pauvre voiture, elle est toujours restée dans l'ombre de la GTA parce qu'on la confondait avec une GTA. C'est logique. Donc le public comprend pas trop et la voit juste comme un simple restylage de la GTA. Et les gens, du coup, quand ils comprennent pas, ils achètent pas. 818 exemplaires vendus contre 6494 GTA. Alors comme je vous l'ai dit, cette voiture c'est pas beaucoup vendue, donc elle devait être juste déclinée en version A610 Turbo. Eh ben non. Non, ils ont fait deux versions spéciales. Ça va vous faire rire. On a une première version qui s'appelle la Albertville 1992. Cette voiture, elle a été faite pour les JO d'Albertville en 92. Ah oui. Alors on n'est pas débile, Alpine, on sait très bien que ça fait partie du groupe Renault. Et à l'époque, Renault a mis en avant toute sa gamme en version très haut de gamme à Albertville. Et ces versions haut de gamme étaient toutes peintes en blanc pour rappeler le blanc de la neige. C'est sympa, hein? Ils en ont fait des A610 Turbo. Ils en ont fait deux. Elles ont servi à transporter des personnalités pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Et elles ont ensuite été mises sur le marché de l'occasion. Donc tu pouvais te payer une des deux Albertville 1992 chez Renault Occasion. Et la deuxième version, c'est la Manicourt. Elle est sortie en juin 92 pour fêter la victoire de la F1 Williams-Renault au Grand Prix de Manicourt en juillet 91. Ils ont mis 1 an pour la sortir. Tout le monde avait dû oublier la victoire, hein. Et là, ils en ont fait 31 et elles étaient vert nacré. Je vous mets une photo de la F1 Williams-Renault. Alors je parlais de conception tout à l'heure, donc elle récupère la conception de la GTA, donc le modèle d'avant. Et cette carrosserie en composite cache une poutre principale rectangulaire qui traverse quasiment l'intégralité de la voiture, qui vient s'évaser à l'arrière pour contenir la boîte de vitesse et les tourelles d'amortisseur. Et l'avant cache un caisson de tôles embouties. Alors là aussi j'ai du mal à comprendre. Pourquoi faire une carrosserie en composite ultra légère et mettre de la tôle emboutie? Ce type de châssis, c'est le châssis qui avait été utilisé sur le modèle USA de la GTA, qui était fait pour le marché américain. Et là-bas, elle n'a pas marché non plus. Alors il y a peut-être une explication pour ces fameuses tôles embouties, puisque le moteur, il est monté comme une 911, en sac à dos. Et le fait d'alourdir la voiture rend l'avant stable, ce qui donne un poids de 1420 kg sur la balance, avec une carrosserie en composite. Pas mal, non? C'est français. Comment ça s'ouvre? Ah, ça doit être là. Yeah boy. Je vous parlais de la 911 tout à l'heure par rapport au moteur en porte-à-faux arrière. Elle n'a pas que ça en commun avec la 911. Elle avait le prix aussi. 400 000 francs de l'époque. Je pense que les gens se sont rabattus sur la 964 plutôt que là-dessus finalement. Alors en plus le moteur c'est le fameux PRV pour Peugeot, Renault, Volvo. Entre les années 70 et 90, ce moteur-là a été monté sur, je pense, une bonne cinquantaine de bagnoles. De la DeLorean jusqu'à la Peugeot 604. C'est très varié. Alors là, on est dans les années 90 et on adore le turbo à cette époque-là. Donc ils lui ont mis un turbo, ce qui donne 250 chevaux pour 3 litres de cylindrée. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner sur la route. Ça a l'air méga sympa. Et en plus, j'ai jamais testé de PRV. Oh,
Nous sommes en 1995 et c'est le clap de fin pour l'A610 Turbo et pour Alpine. Les ventes ne décollent pas, cette voiture n'a pas d'aura à l'époque. C'est la fin. Alpine aura essayé, mais ils ont pris un flingue et ils sont carrément tirés dans les deux genoux. Ironie du sort, je ne sais pas, mais en 1995, c'est l'année où Renault lance Renault Sport, notamment avec le Renault Speeder, qui correspondait parfaitement pour moi avec l'esprit Alpine. Pourquoi n'ont-ils pas attendu un peu et sorti le Speeder au nom d'Alpine? Pour conserver Alpine? Je pense sincèrement que Renault a tué Alpine pour mettre en avant Renault Sport. Et quelques années plus tard, en 2021, c'est Alpine qui renaît et qui tue Renault Sport. Alors aujourd'hui, Alpine se porte bien, hein, sauf en Formule 1. Ils vendent beaucoup d'A110, malheureusement c'est la fin parce que ça va passer au tout électrique. Mais Renault surfe quand même sur la vague avec leur gros SUV Esprit Alpine. Hein. J'ai pas de commentaire là-dessus, c'est juste de la merde. De la merde, j'espère que cette voiture n'en saura pas. Je suis très curieux d'essayer ça. Ferrari 348. Ça arrive bientôt sur la chaîne. Donc je disais que je suis très curieux d'essayer ça parce que je suis dans l'inconnu total. Et j'espère sincèrement que je vais aimer cette voiture parce que j'ai pas parlé du design tout à l'heure, mais je la trouve incroyable. Il est temps d'aller rouler maintenant. Bon, c'est parti. Putain de merde. Bon, je vais demander à Cédric. Les gars, Louis, Mathis. J'ai besoin d'aide. Cédric. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleur moment choisi pour parler du sponsor de cette vidéo qui est Carly. Je vais vous parler de leur toute nouvelle plateforme. Et cette plateforme, elle est totalement gratuite et elle permet à ses utilisateurs d'obtenir des estimations sur les frais de réparation de leur voiture et tout ça en seulement quelques clics. Ils sont malins chez Carly. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Là sur la page principale, vous avez calculé les coûts. Donc là, il nous demande de sélectionner notre voiture. Donc j'ai choisi la Mazda MX-5 de madame. Hein. C'est la seule voiture récente qu'on ait à la maison. Mazda, hop, modèle MX-5. Essence, évidemment, c'est le seul carburant valable pour un passionné de voiture. Et elle est de 2016. Quels symptômes avez-vous déjà pu constater? Donc là, vu que l'Alpine a refusé de démarrer, on va mettre... Bah voilà, la voiture ne démarre pas. Il cherche. On a 3 problèmes potentiels. Donc cas le plus coûteux, 687 €, le démarreur, évidemment. Ensuite, on a un câble, une fiche défectueuse pour 140 €. Et le cas le moins cher, ce serait un fusible défectueux pour 67 €. Ça, il prend en considération le temps de travail qu'il faut aussi chez un garage. Donc c'est vraiment très complet. Alors en plus de ça, ce qui est bien sur la plateforme, c'est que vous avez un onglet communauté. C'est comme un forum d'entraide. Donc là, je vois qu'il y a 3 messages sur 31 pages. Donc là, la personne écrit les symptômes de sa voiture. Il y a 6 commentaires et les utilisateurs de Carly lui répondent en disant qu'ils ont eu le même problème que lui et il explique comment il a réparé son problème. Alors en plus de ça, c'est gratuit. C'est super simple d'utilisation. Vous voyez, en quelques clics, j'ai réussi à trouver mon problème. C'est transparent, on vous cache rien du tout. Et c'est aussi exclusif parce que c'est la première solution de ce genre au monde. Mais si vous voulez des fonctionnalités encore plus avancées, il y a toujours le boîtier OBD Carly. Et je vous ai obtenu 15% de réduction avec le code promo BENAUTO. Voilà, il y a toutes les informations sur le site de Carly qui est disponible en lien dans la description ou en commentaire épinglé. Je remercie encore Carly de sponsoriser cet épisode. Et là, on se retrouve avec l'Alpine qui refonctionne à nouveau. Voilà. Donc bah, c'est parti pour l'essai de l'Alpine A610 Turbo. Prise 2. Le coupe-circuit qui s'était coupé. Voilà, bon. Allez, on va pouvoir enfin partir. Bref, nous voici à bord de l'Alpine A610 Turbo. Donc on va commencer par détailler un peu ce qui se passe dans l'habitacle. Donc on a un compteur gradué jusqu'à 300 km/h, hein. Les attentions sont bonnes. On a vraiment typiquement la typologie des Renault de cette époque. Hein. On retrouve les mêmes compteurs sur la Clio. Bon, c'est évidemment pas gradué jusqu'à 300, mais bon. On a une jauge de turbo au centre et à gauche là on a 3 petits manos, température d'eau, température d'huile ou pression d'huile, je sais pas. Bah on a les deux en fait. Alors faites pas attention au plein de coupes, hein. Il manque des moquettes au fond, je le précise. Elle est en fin de restauration la voiture. Il reste plus que ça à faire et régler le souci de coupe-circuit. Alors j'aime beaucoup le petit volant là, le petit volant sport 3 branches, vraiment très sympa. Et après on est assis dans des beaux sièges gris. J'adore le design de ces sièges là, vraiment typique un peu Renault Espace de cette époque là. Je trouve les sièges super. Par contre le tableau de bord, je suis pas hyper fan, c'est très austère quand même. Hein. C'est du plastique, on sent que la finition elle est pas au rendez-vous. Hein. Alors là,
C'est hyper silencieux, on n'entend pas le V6 PRV. Je suis à 80 km/h en 5e, 1700 tours minute. Franchement, c'est très agréable de rouler comme ça avec en tout cas. Cédric me disait qu'il y a 4 amortisseurs Bilstein dessus. Elle est ferme mais sans être tape-cul. Donc franchement ça va, c'est plutôt confortable. Et on a 4 places. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Bon, il faut que les passagers arrière n'aient pas de jambes pour pouvoir être à leur aise, mais il fallait quand même le souligner. Putain, mais on l'entend pas, c'est une électrique ou quoi? Elle fait zéro bruit. J'espère que dans les tours ça s'exprimera un petit peu plus là, parce que pour l'instant on se fait chier. On va voir ce que ça donne un peu sur le sinueux. Oh! Oui, mais ça marche! Pas mal! La boîte, elle est agréable à utiliser, je trouve. Ah oui! Ah oui, et ça freine en plus, hein. Putain, c'est vachement sympa, ouais. Le turbo a l'air de pousser à partir de 3000 tours. Bon, par contre, le bruit, il est hyper feutré, hein. Je suis surpris. Bon, en même temps, ça fait 250 chevaux, mais... c'est pas les turbos comme on fait aujourd'hui, hein. Là, il y a vraiment un on-off, hein. Là, on est à 2000 tours. Je mets gaz. Ouais, 3000. Ah, alors, on se fait catapulter. Par contre, j'ai zéro confiance au train arrière. Ça a l'air ultra léger alors qu'on a le moteur derrière les roues arrière. La sensation est bizarre. Je parlais de 911 tout à l'heure, mais on n'a vraiment pas du tout le même feeling. Mais pas du tout. Franchement, ça marche. Je pense que cette caisse doit être hyper cool sur l'autoroute. En relance de dépassement, de péage, tout ça, ça doit être... elle ressemble à un TGV même, de l'époque, les TGV orange et blanc. La boîte de vitesse est hyper agréable, c'est hyper smooth, les vitesses elles se trouvent toutes seules. J'aime bien la direction aussi. Le train avant il est assez incisif. En même temps ils ont bardé l'avant de tôle là pour l'alourdir, donc c'est normal. Mais la direction elle est super légère. Allez, on va voir un peu ce que ça a dans le ventre. Waouh! Et ça souffle, hein. Elle cherche un peu au freinage par contre. Oh, la poussée du turbo. Ça va, on a du grip quand même sur le train arrière en relance. Par contre, c'est vrai qu'elle est vraiment instable au freinage, je trouve. Faut y coller une ligne à cette caisse, ça fait pas assez de bruit. Voilà, hop. Je trouve qu'en attaque comme ça, sur des routes très sinueuses comme on en a aujourd'hui, c'est pas son terrain de jeu de favori, hein. Je pense que cette voiture doit aimer les grands espaces, comme je disais tout à l'heure. Parce que là, je la sens vraiment pas à l'aise, hein. La sensation est ultra bizarre, j'ai vraiment l'impression de prendre toute la place sur la route et que la voiture se déplace énormément. C'est très bizarre à définir comme ça. On a du train avant, hein. Je sais pas à combien souffle le turbo, mais ça souffle. Elle mériterait une grosse dump valve et un échappement du Jap cette auto.
Ah, elle se déplace sur les pneus, j'ai l'impression, c'est super bizarre. On sent le poids en fait. On sent les 1 tonne 4. Là, ça va être du plus roulant, donc je pense qu'elle sera plus à l'aise dans la deuxième partie. En tout cas, sur le sinueux comme ça, c'est pas son terrain de jeu favori. Hein. Voilà, par contre, pas de souci pour les dépassements. Il n'y a aucun problème. Pour moi, cette voiture était vraiment destinée aux jeunes cadres dynamiques en costard qui étaient toujours pressés entre deux rendez-vous. Non, c'est une boîte 5. Il n'y a pas de 6e. Alors mérite-t-elle tout l'acharnement qu'elle a subi à l'époque? Je dirais non. Je pense que les gens ont vraiment dû se tromper sur sa fonction principale, qui est de téléporter un être humain d'un point A à un point B le plus rapidement possible, en évitant les petites routes de montagne malgré qu'elle s'appelle Alpine. C'est triste à dire, mais c'est une grosse GT en fait. J'ai pas parlé du comportement du moteur, par contre, du coup, je disais que c'était le premier PRV que j'essayais. Écoutez, ça marche bien en turbo en tout cas. Mais c'est vrai que le moteur manque d'âme, je trouve. Il y a zéro sonorité, même le turbo, il est hyper feutré. On entend une légère décharge quand on passe un rapport haut dans les tours, mais il faut vraiment entendre l'oreille. Et en fait, je pense sincèrement que cette voiture manque de caractère en fait. En fait, ce serait presque une voiture de tous les jours idéale. Elle a presque 4 places, elle est confortable, elle est silencieuse, elle a la clim. Sincèrement, je pense que cette voiture aurait pu marcher si jamais Renault/Alpine n'avait pas fait de la merde à l'époque parce que c'est pas une mauvaise voiture. Allez. Ah ouais, au-dessus de 3000, c'est la guerre. J'aime beaucoup. Franchement, ça marche. Franchement, ça marche. Voilà, là, elle est plus à l'aise. Quand il y a du roulant rapide comme ça, elle est plus à l'aise. Voilà. Là, c'est mieux. Franchement, elle donne envie de taper des kilomètres. Je suis super bien installé. Rare à signaler dans les voitures de sport de cette époque, je suis assis parfaitement aligné à la route. Puis on va pas se mentir, hein. La gueule qu'elle a de l'extérieur. Le dessin est ultra réussi. Hein. J'ai failli caler. J'aurais été dans la sauce. Oh, Twingo! Un homme de goût, ça. Ça ouvre. Franchement, ça ouvre. Je tiens encore à remercier 1000 fois Cédric du garage Jean Caisse qui me fait confiance et qui a eu la gentillesse de me prêter cette belle auto. Merci encore Cédric. Je rappelle que si cette voiture vous intéresse, elle est disponible à la vente. Les 2-3 petits pépins seront réglés, ne vous inquiétez pas, hein. Cédric est quelqu'un de professionnel. Type 2 là, ouais. Allez. Oh. Ça marche. Je vous invite, comme d'habitude, à poser un like sur cette vidéo pour les algorithmes, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet essai, mais surtout un abonnement à la chaîne YouTube. Il y en a pas mal d'entre vous qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, donc c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça soutient mon travail. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.